Donc, je peux commencer? Oui. Parfait. Donc, cette communication va parler des langues et des pouvoirs en période de crise au Mali. Je m'appelle Ibrahima Cissé, je suis enseignant-chercheur à l'Institut de pédagogie universitaire. J'espère que vous m'entendez très bien. Donc, c'est une étude en cours. Donc, ce ne sont que des observations préliminaires. Il n'y a rien de concluant en tant que tel. Je vous propose plutôt un voyage dans un cadre bien particulier, un pays francophone qui a une politique linguistique qui a un déphasage total avec les réalités du terrain. C'est plus, on va explorer ensemble. Il y aura des éléments sur lesquels vous êtes peut-être déjà familiers et d'autres qui sont plus ou moins peut-être de nouveaux éléments pour vous. Mais bon, en tout cas, je serai ravi d'entendre ce que vous avez à dire. Ce que je vous propose se présente de la sorte, une petite introduction, puisqu'on parle de crise, je vais vous montrer de quoi il s'agit concrètement. Ensuite, on parlera des langues parlées au Mali. Je ferai un petit constat sur la situation qui a provoqué l'idée de faire cette étude ou qui m'a poussé à faire cette étude. Les questions de recherche seront présentées avec les hypothèses aussi. Ensuite, nous allons voir les répertoires langagiers des personnes du côté du pouvoir et des personnes du côté de l'opposition avant de faire une petite étude des pratiques discursives. Là, je me situe juste au niveau de quel type de langue, quelle langue a été utilisée dans quelle situation. Après cette petite analyse, on va faire une petite synthèse sur ces pratiques discursives. Après, on va vérifier les hypothèses en fonction des résultats que nous avons obtenus avant de conclure et de faire une petite proposition de politique linguistique. Là, je vais être un peu provocateur. Le but, c'est d'essayer aussi de susciter des débats et des discussions. Alors, quand on dit le Mali, il faut savoir que c'est un pays qui se situe en Afrique, et en Afrique, c'est au cœur de l'Afrique de l'Ouest. C'est un pays qui a été colonisé par la France pendant moins de 100 ans. C'est un pays qui est membre de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est très important. Vous allez voir plus tard pourquoi j'ai dit cela. C'est également un pays qui fait partie de la zone franc CFA. Et franc CFA, c'est toujours un lien avec la France. Donc, globalement, côté linguistique, on est lié, côté historique, on est lié à la France, côté linguistique, on est lié à la France, et côté monétaire également, pour ne pas dire économique et financier, on est lié à la France. Je disais qu'on va parler de crise. Il faudrait savoir que quand on parle de crise politico-sécuritaire au Mali, principalement entre 2012 et maintenant, il faut se mettre dans le cadre ou dans la logique de ce qui s'est passé en Libye en 2012, avec l'intervention de l'OTAN qui a mis fin au régime de Mohamed Kadhafi. Il y avait des jeunes Maliens, principalement des Touaregs, qui étaient employés au sein de l'armée libyenne, et ces gens ont pris les armes qu'ils avaient et leurs bagages et sont revenus chez eux au nord du Mali. Donc, avec le retour de ces personnes qui sont armées, qui sont habituées aussi au maniement des armes, et un conflit est né, et de ce conflit, il y a eu une tentative de séparation du nord du Mali, donc déclaration d'indépendance du nord du Mali avec le reste du pays, donc une cession qui finalement n'a pas pu aboutir. Il y a eu des pourparlers de paix entre le Mali et les groupes rebelles pendant plusieurs années, et en 2014-2015, il y a eu un accord entre les groupes rebelles et l'État central du Mali pour qu'il n'y ait pas indépendance, mais qu'on parle plutôt des questions de développement principalement. Au moment où on faisait l'accord de paix entre les rebelles et les insurgés et l'État central, au même moment, en fait, le conflit s'est décalé vers le centre du pays. On parle du centre du Mali, on parle principalement de la région de Ségou et la région de Mopti. Je vais vous montrer sur une carte à peu près où est-ce que ça se situe. Et là, contrairement au conflit qui opposait rebelles et l'armée loyaliste au nord, au centre du Mali, c'est devenu un conflit qui oppose deux groupes ethniques majeurs de la région, en l'occurrence les Dogons et les Peuls. Donc, d'un conflit plus ou moins avec des frontières qui sont plutôt des frontières liées aux revendications des groupes, on se retrouve plutôt dans un schéma où c'est plutôt une opposition intercommunautaire qui est très, très meurtrière. Et depuis mai-juin 2020, la crise, mais celle-là, elle est plutôt sociopolitique, elle n'est pas une crise
conflictuelle ouverte avec des armes, c'est plutôt avec des arguments. Et heureusement, elle n'est pas très meurtrière. Cette crise-là, en fait, c'est dans la capitale même et ça oppose des manifestants, des membres de l'opposition qui sont contre le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta qui a été élu l'année en 2018, 2019, je pense, quelque chose comme ça, en 2018, et qui normalement, en fait, est un président légitime. Mais bon, les revendications des groupes d'opposition pour ces groupes-là les revendications n'ont pas été prises en compte, donc du coup, ils se sont rebellés à l'interne, donc dans la capitale contre le pouvoir établi. Ce que je vous propose, c'est de voir, en fait, pendant cette période de crispation ou de crise sociopolitique à Bamako, quelles sont les langues qui ont été utilisées par le pouvoir central et quelles sont les langues qui ont été utilisées par les groupes membres de l'opposition qui sont contre le pouvoir, le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Donc, ce sont les langues que nous allons voir pendant cette période de crise sociopolitique uniquement. On ne va pas parler de la crise au nord du Mali, qui date de 2012-2015, ni de la crise au centre du Mali qui est toujours en cours. On va juste regarder ce qui s'est passé à Bamako pendant cette période. Les langues parlées au Mali sont estimées à peu près une soixantaine de langues dans le pays, réparties de la sorte, comme vous voyez sur cette carte tirée de l'ethnologue et qui répartit en fait les langues par famille de langues ou sous-famille de langues, comme vous pouvez le voir. Je parlais un peu du nord et du centre. Et pour le nord, en fait, ce sont les régions de Kidal, la région de Kidal, la région de Tombouctou, la région de Gao, qui sont considérées comme étant le grand nord du Mali. Et le centre du Mali, c'est principalement la région de Mopti et la région de Ségou. C'est cette zone-là. Au nord, donc, les pays frontaliers, c'est l'Algérie, mais jamais de frontière. On n'a aucune frontière avec la Libye, malgré le fait que les gens quand même ont traversé toute cette zone, soit le Niger ou l'Algérie, pour venir au nord du Mali avec leurs armes pendant la rébellion de 2012. Et à l'ouest, c'est la Mauritanie qui est frontalière du nord du Mali. Un peu à l'est, nous avons le Niger. Concernant la zone du centre, les pays frontaliers sont la Mauritanie au nord-ouest, on va dire à l'ouest, au nord aussi, au nord-ouest, et à l'est, on a le Burkina Faso et le Niger. Parmi la soixantaine de langues parlées au Mali, 13 ont le statut de langue nationale. C'est un statut politique qui permet à ces langues d'être utilisées notamment dans le système éducatif comme langue d'enseignement. Parmi ces 13 langues nationales, nous avons une qui se détache des autres en termes de poids démographique, c'est-à-dire de nombre de locuteurs. Nous avons ici le Bambara, qui est parlé par 80% des Maliens, dont à peu près 40% comme langue maternelle, le Bambara comme langue maternelle, et environ 40% comme langue seconde. Donc, c'est une langue qui se détache du lot des 12 autres langues ou des 13 langues nationales du point de vue nombre de locuteurs qu'elle dispose. Comme vous pouvez constater dans la liste des 13 langues nationales, il y a plusieurs appellations pour certaines langues. Ces appellations sont dues au fait qu'il y a souvent des endonymies et des exonymies. La façon dont la communauté elle-même appelle la langue et la façon dont les autres personnes appellent cette même langue. Les langues régionales, en plus du fait qu'elles sont toutes langues nationales, si on regarde en termes d'usage et en termes de présence dans l'espace, on a dit que le Bambara est une langue qui est parlée par 80% de la population malienne, donc c'est presque du grand sud, grand ouest jusqu'à peu près le grand nord, alors que certaines langues sont plus ou moins limitées dans l'espace. On parle par exemple du Soninké qui est principalement parlé dans l'ouest du pays, le Fulfulde qui est principalement parlé dans le centre du pays, le Songhai un peu vers le nord-nord-ouest et le Tamashek, l'extrême nord-est. Donc, on enlève les 13 langues nationales, il reste 44 langues qu'on pourrait appeler minoritaires. Ce sont des langues qui sont parlées par très peu de personnes et les locuteurs de ces langues-là sont généralement aussi multilingues. Et c'est important de garder ça en tête pour la suite. C'est-à-dire c'est des petites langues qui sont parlées dans ces zones-là par quelques milliers d'individus quand même. Et ces gens-là parlent en plus de ces langues minoritaires d'autres langues, soit langues nationales ou des langues frontalières dans les pays où si ces langues minoritaires sont parlées au niveau des frontières.
Une troisième catégorie, c'est le français, qui est la langue officielle du Mali. Et c'est important qu'on regarde en détail cette langue. Comme on l'a fait pour le Bambara, je souhaiterais qu'on regarde aussi en détail pour le français. C'est une langue qui est comprise par environ 15% maximum de la population malienne. Pour votre information, la population malienne est estimée à peu près 20 millions d'habitants. Sur les 20 millions, c'est seulement 15% des Maliens qui comprennent ou qui parlent le français, et c'est une langue qui est apprise presque exclusivement dans l'espace scolaire. Donc, c'est seulement les gens qui partent à l'école qui ont la chance d'apprendre et de parler la langue française. Ce n'est pas, le Mali n'est pas comme en Côte d'Ivoire où la langue française ou une variété de la langue française est devenue une langue véhiculaire. Au Mali, le français reste une langue apprise à l'école et utilisée exclusivement dans les cadres administratifs. Et dans ces cadres administratifs où on utilise le français, c'est plutôt la version ou la forme écrite qui est utilisée. Les gens parlent principalement Bambara, mais les textes, tout le contenu en termes écrits sont en français. Si on regarde la constitution du Mali, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à ce français qui est parlé que par 15% de la population malienne? La constitution du Mali dit que le français est la langue officielle ou la langue d'expression officielle du pays. C'est-à-dire, en fait, l'État ne parle que dans cette langue-là. C'est-à-dire l'administration, tout le monde qui travaille, toute personne qui travaille dans l'administration publique du Mali doit parler exclusivement le français, qui est la langue officielle du pays. Et la loi précise la Constitution précise que la loi fixe les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales. C'est-à-dire la Constitution reconnaît l'existence des langues nationales, mais ne donne aucun statut autre que dire que voilà, c'est à la loi de préciser le statut ou bien le statut de ces langues. Donc, je vais juste reculer pour vous rappeler ça. 80% de la population malienne parle le Bambara, 40% comme langue maternelle, 40% comme langue seconde. 15% de la population malienne parle le français et cette langue est la langue de communication de l'État malien. Comme on a vu qu'il y a certaines, juste un clin d'œil à cette question de diversité linguistique vue peut-être d'autres parties du monde, on sait en sociolinguistique, la frontière entre langue et dialecte est un peu fluctuante, elle est plus ou moins une frontière floue souvent, elle est plutôt politique, dans certains contextes, ou plutôt économiques, où il y a plusieurs paramètres qui ne sont pas forcément que linguistiques. Il y a aussi les différentes appellations des langues. Je parle de modalités ici parce qu'on a une langue comme le français qui est plus dominante sous forme écrite, mais faible du point de vue oral. Au contraire, on a une langue comme le Bambara qui est très présente à l'oral et très faiblement représentée à l'écrit. On sait également, de par les statistiques, ce sont des estimations par rapport au nombre de langues. Et on sait que certaines organisations qui travaillent sur l'inventaire des langues ont souvent des agendas aussi particuliers. Donc, en fait, l'estimation reste une estimation. C'est juste des estimations. Alors, le constat qui m'a poussé à faire cette étude est le suivant. De janvier 2020 à maintenant, à peu près jusqu'au mois de septembre, le Mali, à Bamako, fait face à une crise sans précédent dans son histoire. C'est-à-dire c'est une sorte de soulèvement populaire contre le pouvoir en place. Et je constatais pendant toute cette période que les représentants de l'État utilisent presque exclusivement le français, qui est pourtant une source d'ambiguïté. Pourquoi je dis que c'est une source d'ambiguïté? Ce n'est pas une impression subjective, c'est la base des constatations faites. Nous avons vu à plusieurs reprises des communiqués de l'État malien en français qui ont été source de problèmes d'interprétation. Et les représentants de l'État malien ont été obligés de revenir pour expliquer le contenu de ces communiqués en français dans la langue bambara. Donc, c'est ça, en fait, qui m'a poussé à faire cette étude. C'est de dire, OK, nous avons là une langue qui est source d'interprétations diverses. Nous sommes dans une situation de conflit, une crise sans précédent dans notre histoire, mais on reste quand même attaché à l'utilisation de cette langue-là, sachant bien qu'il faudrait résoudre un problème qui se pose en termes de survie ou de la mort de l'État, en tout cas du régime. Donc, je me suis dit, il serait intéressant de voir pourquoi est-ce que vous allez voir les questions plus tard, mais c'est ça le constat premier. Le second constat, c'est que de l'autre côté, les opposants au régime, et ils utilisent toutes les langues qu'ils ont dans leur répertoire langagier, et notamment le bambara et le français.
Donc, on a des groupes. On a d'un côté un pouvoir en place qui cherche à stabiliser le pays, mais qui utilise que le français, qui est source d'interprétations diverses et source d'ambiguïté et de problèmes de communication et de compréhension. Et de l'autre côté, nous avons un groupe très dynamique et qui utilise l'intégralité des langues à sa disposition dans ses communications avec les masses populaires. Les questions de recherche sont les suivantes. Pourquoi les représentants de l'État s'appuient presque exclusivement sur le français, sachant bien et le savent que cette langue n'est parlée que par 15% maximum de la population malienne? Et pourquoi ils savent qu'ils sont dans une situation de conflit ouvert qui menace la stabilité du pays? De l'autre côté, pourquoi est-ce que les opposants, dont certains étaient des hauts cadres de l'État, quand ils étaient hauts cadres et non plus ils n'utilisaient pas les langues nationales, pourquoi est-ce que tout d'un coup, ces gens-là qui font partie de l'opposition acceptent tous d'utiliser systématiquement le bambara, et pour le rappel, qui est parlé par 80% de la population malienne, et le français, qui est parlé par 15% de la population malienne à peu près dans la communication. Donc, c'est-à-dire, si on regarde le nombre de personnes qui parlent français, parmi ces personnes, il y a des gens qui ne parlent pas bambara. Donc, le total du nombre de personnes qu'on atteint en combinant bambara et français dépasse les 80%. Donc là, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi est-ce que cette situation-là est la suivante. Les hypothèses sont au nombre de 4. La première hypothèse, c'est que si les représentants de l'État respectent la loi, alors ils utiliseront exclusivement le français dans leur communication officielle. Parce que c'est ce que la loi dit. La loi dit que la communication officielle se fait en français. Si les représentants de l'État, toujours si ces représentants de l'État savent que l'utilisation du français ne leur permet pas d'atteindre le maximum d'audience, et c'est faire comprendre aussi, parce que c'est une question de compréhension, nous avons vu les questions d'ambiguïté, questions de compréhension, alors ils utiliseront dans leur communication officielle une langue de plus large diffusion que le français. Donc, ils vont choisir une autre. Deux autres hypothèses, côté opposant, si les opposants cherchent à se faire comprendre et à obtenir le ralliement des masses populaires. Par masse populaire, j'entends toutes ces populations-là, notamment et en particulier celles qui n'ont pas été à l'école, celles qui ne s'identifient pas à l'élite politique ou à l'élite qui gouverne. Donc, le ralliement des masses populaires dans leur combat contre le régime, alors ils utiliseront dans leur communication publique toutes les langues dans leur répertoire. La seule condition, c'est que ces langues soient comprises par les manifestants ou les personnes en face d'eux. Si les pratiques discursives sont influencées par les expériences éducatives ou socio-professionnelles, parce que parmi les populations qu'on est en train d'étudier, il y a des catégories. On a un imam qui est le chef de file de l'opposition, donc imam formé dans les écoles coraniques, écoles non formelles, formé dans des pays comme la Mauritanie et l'Arabie Saoudite, dans des écoles dont l'objectif est de traduire le Coran, faire l'exégèse du Coran, faire en sorte que les gens soient des bons croyants. Et de l'autre côté, nous avons des gens qui ont été dans la moule ou qui ont été formés dans les systèmes éducatifs francophones, qui apprend aux gens à pratiquer autrement la question, qui en tout cas a un regard particulier sur les langues. Donc, je me dis, si les pratiques discursives sont influencées par les expériences éducatives ou socio-professionnelles, alors nous verrons une différence entre les pratiques discursives de l'imam Mahmoud Dicko et celles des hauts cadres y compris les anciens ministres, hein, parce qu'on a des anciens ministres parmi les opposants. Alors, les répertoires langagiers maintenant des locuteurs. Nous regardons du côté des représentants de l'État. Le président de la République, parce qu'on va regarder ce qu'il fait avec les langues. Le président de la République parle bambara, il parle français et on signale aussi dans son CV qu'il parle anglais. Nous allons voir également le cas du ministre Salif Traoré, qui est le ministre de la Sécurité, c'est-à-dire les questions de défense et de la sécurité, c'est-à-dire la personne la plus concernée par une crise qui déstabilise le pays. Il parle bambara et français. Nous verrons également le cas du gouverneur des Cailles, qui s'appelle Mahmoud Zed Sidibé. De par son nom de famille, il est Peul, mais Peul du Wassolo, donc Peul qui ne parle pas Peul. C'est intéressant de voir ça aussi, c'est un cas sociolinguistique très intéressant. Il ne parle que bambara, français et anglais, c'est ce qui a été signalé. Il y a le cas d'un conseil technique de la primature, qui s'appelle Chaka Diarra, qui a dû intervenir à un moment donné pour recadrer les gens en bambara parce que le message qui avait été donné en français était ambigu. Ce monsieur Diarra parle bambara, français et anglais. Ça, c'est côté représentant de l'État. Nous avons le président de la République, le ministre de la Défense, de la Sécurité. Nous avons un gouverneur d'une région donnée et nous avons le conseil technique du Premier ministre. Du côté de l'opposition,
Nous avons l'imam Mahmoud Diko, qui est le chef de file de l'opposition finalement, en fait, qui est le garant moral de cette opposition. Il parle Songhai, Fulfulde, Bambara français et arabe. Il est originaire de la région de Tombouctou. C'est normal qu'il soit multilingue dans ces zones-là. Il parle beaucoup de langues. Il est plutôt, je pense, des Niafunke ou des Diré dans cette zone-là. Nous avons le cas d'un ancien ministre qui est du côté de l'opposition maintenant. C'est le cas du ministre Moutaratal, qui parle Bambara Fulfulde français et anglais, et un autre ancien ministre, le ministre Chogel Kokalamaiga, qui est le porte-parole de cette opposition-là. Ce qui est intéressant avec les deux anciens ministres, c'est qu'en fait, quand ils étaient ministres, ils ne faisaient pas un usage systématique des langues, à ma connaissance. Quoique je sais qu'à un moment donné, Chogel, quand il était dans le gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta, à un moment donné, il était aussi porte-parole du gouvernement et il a fait un usage relativement limité, mais un usage quand même du Bambara à un moment donné. Et les autres, non, pas à ma connaissance. Donc voilà ce qu'on a. Si on regarde Ibrahim Boubacar Keïta, qu'est-ce que ça donne? Il utilise un français soutenu. Déjà, un français. S'il parle français, c'est 15% de la population malienne. Et ce n'est pas n'importe quel français qu'il parle, c'est un français soutenu, c'est-à-dire un registre qui n'est pas accessible même aux personnes qui ont été à l'école. Donc, il se retrouverait peut-être aux alentours de 10%, voire moins de 10% avec ce registre du français. Ça, c'est côté linguistique. Les références socioculturelles et historiques dans ces discours ces éléments-là font référence à l'histoire de l'Europe latine. Ça ne fait pas référence généralement à l'Afrique. C'est des références à de la littérature française d'un temps que nous ne maîtrisons pas. C'est complètement en déphasage avec une personne moyenne qui doit comprendre son discours. Donc, on pourrait dire globalement, dans ces discours, il s'adresse à peu près 9, voire moins de 9% de la population malienne. Sinon, personne ne comprend. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur, c'est une personne qui parle excellemment bien Bambara. C'est une langue qu'il maîtrise parfaitement et qu'il utilise pendant les campagnes, qu'il a utilisé pendant les campagnes pour devenir président de la République. Donc, du coup, vous allez voir dans une vidéo numéro 1 qui Laura va passer à un moment donné. Dans cette vidéo-là, vous allez voir, c'est la campagne électorale et vous voyez, il maîtrise parfaitement le Bambara. Tout au long de cette période de campagne électorale, ce n'est que le Bambara pour mobiliser la population. Ça, c'est le président de la République. Maîtrise les deux langues, mais utilise plutôt le français, une langue maîtrisée par 15% de la population malienne. Le registre du français qu'il utilise dans ses discours est complètement inaccessible pour le commun des Maliens qui parlent français. Maintenant, le ministre concerné par l'instabilité ou la crise en tant que tel, le ministre Salif Traoré, le ministre de la Sécurité et de la Défense, les communications publiques sont exclusivement en français. Il a une tendance à faire des communiqués écrits, exclusivement en français, écrits, dans un pays où les gens, le niveau d'alphabétisme est extrêmement bas. Mais il utilise le Bambara à un moment donné. Je vous explique ce qui s'est passé. Pendant que Bamako bouillonne, de l'autre côté, dans la région des Cailles, il y a eu un soulèvement de la population. Un policier a tué un jeune homme. Et la population civile, la population de Cailles, de la ville de Cailles, s'est rébellée contre les représentants de l'État. Et donc, il y a eu des saccages dans la ville. Pendant plusieurs jours, il y a eu des moments d'instabilité, des échauffourées. C'était vraiment difficile pour tout le monde. Le gouverneur que vous allez voir, qui va parler plus tard, est le gouverneur de cette région. C'est une région stratégique. Pourquoi elle est stratégique? Parce que c'est une région d'où la communauté, la diaspora malienne vivant en France est originaire. La communauté malienne, en majorité, les Soninké qui vivent en France, sont originaires de la région des Cailles. Donc, qui dit France, qui dit des Maliens qui vont faire des mouvements dans la capitale française, dit l'influence, dit que la France pourrait, à un moment donné, avoir une oreille attentive et la France pourrait faire pression sur l'État malien. Donc, il fallait tout de suite régler ces problèmes-là. Si c'était une autre région, ce n'est pas un problème, peut-être, ou je n'en sais rien. En tout cas, c'est moins visible. En tout cas, là, tout de suite, le gouverneur a pris en main la question et tout de suite, le ministre de la Défense a été dépêché dans la région
alors que des régions comme Mopti, où des centaines de personnes meurent par jour, on ne verra pas le ministre. C'est impossible. Donc, le ministre a été dépêché. Et là, le ministre ne s'est pas adressé à la population en français. Il s'est adressé à la population de Kaï en Bambara, à bâton rompu, il a parlé avec ces gens-là. Alors que pendant toute la période où au nord et au centre, les gens meurent par dizaines, par centaines, le ministre fait des communiqués écrits, point final. Et au pire des cas, c'est le français à l'oral, pas accessible aux personnes de la région. Donc, le gouverneur aussi était dans cette même logique quand ils ont vu que ça ne va pas. Le gouverneur s'est déplacé, il a pris la parole, il s'est adressé aux gens en Bambara. Et ça, je me suis dit, c'est intéressant, c'est qu'en fait, ces gens savent que c'est la langue de ces populations-là, c'est la langue maîtrisée par ces populations-là. Mais pourtant, c'est quand même, ils gardent toujours cette envie de rester dans une communication utilisant le français qui n'est pas une langue comprise par les populations. Alors, voyons le dernier représentant parmi les représentants de l'État, le conseiller technique de la primature. Alors, je vais vous expliquer le contexte. Il y a dans le cadre de cette crise sociopolitique à Bamako, il y a eu pendant plusieurs mois une grève des enseignants. Les enseignants ont demandé une amélioration de leurs conditions de travail. L'État dit que ce n'est pas possible, donc il y a eu un bras de fer entre l'État et le syndicat des enseignants. À un moment donné, le Premier ministre a voulu taper sur la table et dire maintenant, ça suffit, il faut qu'ils reprennent les cours parce que sinon l'année ne pourrait pas être sauvée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Premier ministre, lors d'un discours, un discours en tout cas, on ne s'attendait pas à une telle annonce pendant un tel discours. Il a profité d'une situation pour dire que dans tous les cas, lui, il va recruter des jeunes qui sont des volontaires qui vont remplacer les enseignants. Donc, une manière de casser la grève. Ça fait un tollé, mais incroyable. Donc, du coup, c'est devenu quelque chose, mais c'était en français. Hein. Le Premier ministre s'est exprimé en français. Les gens se sont mis à interpréter partout ce que le Premier ministre a dit et c'est devenu un sérieux problème. Un problème mais très, très, très grave. Et le Premier ministre n'est pas sorti pour recadrer ou bien corriger ce qu'il a dit en Bambara. C'est plutôt un de ses conseillers qu'il a envoyé. Le Premier ministre, pour information, c'est un Peul, Boubou Cissé. Je pense qu'il maîtrise le Bambara et le Fulfulde, la langue des Peuls, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, c'est son conseiller technique, Chaka Diarra, qui est allé à la télé et qui a parlé en Bambara pour expliquer, pour essayer de dire non, vous n'avez pas compris ce que le Premier ministre voulait dire, voilà ce qu'il voulait dire, voilà ce qui s'est passé. Donc, on voit encore ici aussi comment on utilise le Bambara pour corriger des interprétations peut-être pas cohérentes ou peut-être pas ce que l'État voulait. Et en même temps, on voit le malaise de se dire quand même que c'est source de problèmes, mais les statu quo restent. Les statu quo restent. Maintenant, voyons du côté de l'opposition. L'imam Mahmoud Diko utilise le Bambara et le français dans le même discours. Et ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'en fait, il traduit directement le contenu. Le contenu, c'est généralement d'une à deux phrases qu'il traduit et qu'il explique en Bambara, ou bien si c'est en Bambara, il les explique en français avec d'autres termes. En fait, c'est très pédagogique. C'est très, très pédagogique. Le but, c'est vraiment de faire comprendre le message aux gens. Et ce qui est intéressant, c'est en fait, ça rappelle les pratiques de ceux qui font l'exégèse en arabe et Bambara. Un verset du Coran en arabe, on l'explique en Bambara. Un verset du Coran en arabe, on l'explique, on le développe, il faut élaborer le contenu pour que ça soit compréhensible en Bambara. C'est comme ça que l'imam procède. Je vous invite à regarder dans la vidéo numéro 5, entre 1 minute 30 et 2 minutes 10. Vous allez voir comment il mélange ces langues-là. C'est-à-dire, il va du français au Bambara, du Bambara au français. Aucune démarcation nette entre ces langues-là. Ce sont des ressources à sa disposition au service de la communication et du message. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec cet imam, c'est qu'il explique le choix des langues. Pourquoi est-ce qu'il choisit le français? Pourquoi il choisit le Bambara? Et il explique ça dans la vidéo numéro 6, du début de la vidéo jusqu'à 1 minute 12. Il parle d'une situation où il dit la France est en train de manipuler l'État malien
La France fait partie du problème malien. Et il parle en bambara et il dit, je vais le dire aussi en français. Parce qu'il est important de nommer la France. Il est important que la France comprenne. Et je parle français pour que je communique avec l'extérieur. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il maîtrise parfaitement l'usage de ces langues et surtout la finalité, l'aspect fonctionnel de ces langues-là. Il explique les choses, mais il sait souvent quand il s'adresse à la France, c'est généralement en français. Quand il s'adresse à l'élite politique malienne, mais il procède en même temps à une traduction pour que les personnes lambda comprennent ce qu'il a dit à ces gens-là. Donc, c'est une manière très subtile, mais très bien élaborée d'utilisation des langues par l'imam. L'ancien ministre Muntagatal, qui a été ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il a tendance à dissocier dans le temps et par thème l'usage des langues. C'est très intéressant à observer. C'est-à-dire, il parle pendant 5-10 minutes en français et il fait une pause. Maintenant, il revient là-dessus en bambara. Soit il fait une synthèse globale, soit il prend juste les grandes lignes et il les développe en bambara. Ou bien il fait l'inverse, c'est-à-dire le bambara au début et ensuite le français. Et c'est les grandes lignes en essayant de développer au maximum. Mais il y a une démarcation en fait dans le temps des langues qui n'existe pas chez l'imam. La démarcation chez l'imam se situe au niveau généralement de la phrase, en tout cas des syntagmes qui sont compréhensibles en fait. Alors que chez l'ancien ministre, c'est plutôt les idées, une idée ou un thème développé en bambara, c'est cette même idée développée en français. Mais on voit aussi la présence des deux langues quand même dans ces discours. Et vous allez voir ça dans la vidéo numéro 7, du début de la vidéo à 8 minutes 25, où vous allez voir en fait comment il scinde en deux l'utilisation de ces deux langues, le français et le bambara. Voyons maintenant l'autre ancien ministre, Choguel Kokalamaïga, qui est le porte-parole de l'opposition. C'est une distinction nette, mais nette encore, plus claire que celle de Muntagatal. Lui, en fait, ce qu'il fait, c'est très, très intéressant à observer. Il fait tous les discours intégralement dans une langue, ça peut être le français ou le bambara, et il prend les discours intégralement dans l'autre langue. Donc, les interventions peuvent commencer par l'une ou l'autre des langues, mais une traduction intégrale à chaque fois, exhaustive et intégrale. Voilà comment lui, il procède. Donc, on voit l'ancien ministre Muntagatal et Choguel Kokalamaïga font des distinctions ou des démarcations entre les langues. Alors que l'imam, lui, en fait, il mélange, pour ne pas dire, il utilise toutes les langues. Voilà une petite synthèse, en fait, que je vous propose. À gauche, nous avons les représentants de l'État qui sont francophones. Et c'est la francophonie, je vous présente la belle francophonie. C'est un peu taquin. Et de l'autre côté, à droite, nous avons les opposants. J'appelle ça dicophonie. Vous allez voir pourquoi j'appelle ça dicophonie. Alors, pour la partie représentant l'État, nous voyons une dominance du français et du français soutenu. Sinon, des moqueries. Je vous parle du cas du président de l'Assemblée nationale, nouvellement élu, et qui a fait des fautes quand il parlait français. Mais sur les réseaux sociaux, tout le monde s'est marré, tout le monde rigolait, disait que c'est indigne de la part d'un président de l'Assemblée nationale. Quelle honte! Quelle honte! Il parle français, mais il ne maîtrise pas le français. Pour un président de l'Assemblée nationale. C'est indigne d'un pays comme le nôtre, où c'est seulement 15% de la population qui parle français, alors qu'on a 80% de la population qui parle français. L'usage du français écrit, notamment pour les ministères, pour le communiqué des ministères, c'est principalement des communiqués écrits. L'usage limité et ponctuel du bambara, nous l'avons vu, le ministre, quand il a été dépêché à Caille, il a parlé bambara. Nous avons vu le gouverneur parler bambara. Nous avons vu le conseil technique de la primature parler bambara. Donc, ils font des usages ponctuels du bambara. Nous avons vu même le président de la République pendant les périodes de campagne. Et quand la maladie de la COVID-19 a commencé à prendre de l'ampleur, il a fait une vidéo en français. Et quelques jours plus tard, nous avons eu le bonheur d'avoir une version de lui-même en bambara. Mais malheureusement, ça a été posté sur son compte Twitter. Au lieu de mettre ça sur la radio nationale ou la télévision nationale, que ce soit en tout cas accessible à tous les Maliens, c'était plutôt sur Twitter. Donc, ils se sont encore trompés des canaux. Même s'ils se sont rapprochés, ils ont utilisé la langue, mais ils se sont trompés des canaux de communication. Rappelez-vous ce que dit la Constitution malienne de 92. Le français est la langue d'expression officielle.
Donc, c'est ce que nous avons du côté des représentants de l'État. C'est cette conception. De l'autre côté, pour les opposants, on voit un usage du bambara et du français. Les langues sont utilisées. Nous voyons une traduction souvent phrase par phrase ou thème par thème, selon les locuteurs, ou même où certains nous offrent des versions intégrales dans les deux langues. Nous avons vu aussi un usage du français écrit et tentative d'introduire le bambara écrit. L'opposition a une page Facebook et ils ont une page Facebook en français et une variante en bambara. Contrairement à l'État qui n'a rien en bambara, sauf un jour, j'ai eu le bonheur de voir aussi, c'est la page de la primature, ils ont fait la transcription d'un discours ou d'un communiqué du Premier ministre en bambara. C'était un bonheur de voir ça. C'est pas ce qui s'est passé, mais ils ont tenté. Peut-être que ce n'était pas conclu, ils ont dit abandonner. Alors, pour que, on va citer ici, pour que je communique avec le monde extérieur, j'utilise le français. Donc, on va vérifier maintenant nos hypothèses. On a dit exclusivement le français dans la communication officielle. Qu'est-ce qu'on a? C'est pas valide, parce que nous avons vu qu'ils utilisent aussi les bambara. Donc, ils violent la loi. Ils ont utilisé les bambara. Si les représentants de l'État savent que l'usage du français ne leur permet pas d'atteindre le maximum d'audience et se faire comprendre, alors ils utiliseront dans leur communication officielle une langue de plus large diffusion que le français. C'est le cas. Nous avons vu à CAI, nous avons vu avec le conseil technique que si ça ne va pas, ils savent que le discours n'est pas très bien compris, ils utilisent le bambara pour rendre clair ce qu'ils veulent dire et pour atteindre le maximum de personnes. La troisième hypothèse, c'était si les opposants cherchent à se faire comprendre et à obtenir le ralliement des masses populaires dans leur combat contre le régime, alors ils utiliseront dans leur communication publique toutes les langues dans leur répertoire langagier. La seule condition, c'est que ces langues soient comprises par les manifestants. On voit que c'est le cas. Ils utilisent le bambara, ils utilisent le français, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'imam Mahmoud Dicko a utilisé le fulfulde et a utilisé même l'arabe dans certains contextes. Ça veut dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui sait parfaitement prendre en compte la spécificité linguistique en fait, de son audience. Et la dernière hypothèse, c'était si les pratiques discursives sont influencées par les expériences éducatives ou socio-professionnelles, alors nous verrons une différence entre les pratiques discursives de l'imam Mahmoud Dicko, qui a été scolarisé dans les écoles coraniques, donc écoles non formelles, et qui a été formé en Arabie Saoudite et en Mauritanie, dans un cadre où la démarcation des langues n'est pas la même que dans le système francophone et l'école francophone. Donc, on devrait voir la différence entre ceux qui ont été à l'école francophone et Mahmoud Dicko. C'est le cas. Nous avons vu Choguel Kokalamaïga, nous avons vu l'ancien ministre Choguel Kokalamaïga, l'ancien ministre Moutagatal, nous avons vu le président de la République qui ne mélange jamais ces deux langues. Nous avons vu on appelle ça, les autres personnes, les autres représentants de l'État qui utilisent une seule langue. Ça veut dire que chez ces personnes qui ont été formées à l'école francophone, l'idée de mélanger les deux langues, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Et donc, du coup, ce n'est pas quelque chose que les gens apprécient. Les gens essayent de dissocier au maximum. Vous voyez maintenant ce qu'on peut dire en conclusion. Les représentants de l'État connaissent les limites de l'usage du français et le pouvoir du bambara. Ils le savent parce qu'ils utilisent le bambara pendant les périodes de campagne électorale. Mais quand ils sont en fonction et que tout va bien, c'est le français seulement. Si ça chauffe, ça ne va pas du tout, ils peuvent faire un effort pour utiliser le bambara. Surtout s'ils pensent qu'ils vont perdre leur poste. De l'autre côté, les opposants au régime du BK connaissent l'importance de ces langues et le pouvoir de ces langues. Ils s'en servent parfaitement comme il se doit. Mais ce qui est intéressant, c'est que personne ne questionne le cadre législatif. Parce que finalement, c'est peut-être ça le problème en fait du côté de l'État. Si le cadre législatif était différent, ça allait donner peut-être autre chose. L'article 25 de la Constitution, le cadre législatif, donc, doit évoluer. Il faudrait une politique linguistique souple, adaptée aux usages langagiers des Maliens. Translanguaging, c'est un concept qui colle parfaitement à ce qu'on fait. Utiliser l'intégralité des langues qu'on a dans la tête au service de la communication et de l'efficacité de la communication. C'est-à-dire les langues sont que des ressources en tant que telles, mobilisables pour servir la communication. Et c'est ce que les Maliens font. Les Maliens, au quotidien, c'est ce que nous faisons. Moi, je vais du fulfulde au bambara, du bambara au français, du français souvent à l'anglais selon les circonstances. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça que les gens communiquent.
en dehors des monolingues maliens, qui sont une minorité, il s'agit principalement des locuteurs du Bambara comme langue maternelle, en dehors de cela, les autres personnes fonctionnent tous ou toutes comme ça. Ce qu'il faudrait faire, c'est aussi peser les potentiels et ressentis négatifs parce qu'on a peur, je pense que l'État a peur dès le début depuis l'indépendance, les gens agitent le risque d'un soulèvement populaire et d'une guerre civile, disant que oui, si vous utilisez les Bambara pro au niveau de l'appareil d'État, les Tamashek, le Peul, les Dogons vont se rébeller pour dire que non, ils ne comprennent pas la langue. Face à une situation de crise, il faut des solutions ad hoc au moins, des solutions ponctuelles, adaptées à cette situation-là. C'est pour cela que je disais que la loi doit être souple. Il faut que face à des situations comme ça, si demain il y a une rébellion et cette rébellion est portée par une seule ethnie, il faudrait que l'État parle dans cette langue de cette ethnie-là pour s'adresser à ces gens-là. Il faudrait que le cadre législatif nous permette de le faire. C'est important. Donc, peser le potentiel ressenti négatif et il faut voir aussi les bénéfices de l'utilisation d'une langue dominante ou d'une langue comprise. Parce que le but de toute communication, je pense, pour l'État, de communication de l'État, devrait être de se faire comprendre et d'amener les gens, la population, vers là où l'État veut nous amener. Normalement, c'est ça qui devrait être la logique. Il faut donc un usage accru des langues nationales par les officiels, une meilleure prise en compte de la compréhension de l'audience. 15% de la population malienne est francophone, mais 85% de la population malienne ne comprennent pas français. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va prendre une langue qui va nous permettre d'aller au-delà des 15% ou bien on va rester sur les 15% en disant que ce n'est pas un problème? L'usage de ces langues nationales a une implication, ça permet d'impliquer plutôt une implication soutenue des populations, notamment celle des couches socio-économiques moyennes et basses dans la gestion du pays. C'est une question d'ancrage de la démocratie dans nos sociétés. Un État qui communique dans une langue non comprise par la majorité ne peut pas en fait être un État démocratique. La démocratie, c'est accéder au pouvoir, avoir accès au contenu des gens qui gèrent le pouvoir, être capable d'interpeller l'État quand ça ne va pas. Mais si on ne comprend même pas ce que l'État dit, comment est-ce qu'une personne lambda qui ne comprend pas le français peut interpeller le président de l'Assemblée nationale, un député, le Premier ministre ou un ministre? Ce n'est pas possible. On ne peut pas gouverner, à mon avis, un pays sans communiquer avec les 85% de la population. C'est juste impossible. Et pour le moment, au Mali, avec cette politique linguistique, c'est 85% à peu près de la population malienne qui est mise à côté lorsqu'il s'agit de la gouvernance. Et c'est bien dommage. Il y a quelques propositions et j'avais promis d'être un peu provocateur. On sait qu'une loi, elle est faite par les hommes, pour rendre justice. Restons idéalistes pour rendre justice. Eh bien, moi, je trouve que l'article 25 de la Constitution du Mali est une loi injuste. Elle est injuste parce qu'en fait, elle discrimine, elle met à côté 85% de la population malienne. Je trouve que cette loi, l'article 45, cet article-là, est inefficace parce que si 85% de la population malienne ne contribue pas activement au développement du pays ou activement à la gouvernance du pays, le pays ne peut pas aller de l'avant. Et je pense que cet article-là est dépassé parce qu'au début, c'était un pays où c'est une petite minorité qui gouvernait le pays. Les paysans, les gens qui sont dans les campagnes, ils ne regardaient pas le pouvoir. Ils avaient peur du pouvoir. Ils ne veulent même pas que le pouvoir soit proche d'eux, que le pouvoir reste entre les mains de ceux qui ont été à l'école. Pendant cette période-là, le français comme langue officielle, c'est une langue qui permet au groupe, l'élite, de communiquer entre elles et de continuer à gouverner sur le dos de la majorité. Mais on est dans une autre réalité de nos jours. Nous avons une masse populaire qui a accès à l'information. Si l'État ne prend pas ça en compte en disant que dans tous les cas, on va communiquer entre nous, infime minorité, élite, gouvernant, et on s'en fiche mal de ce que la population va penser, eh bien, la population va interpréter comme elle veut le message du gouvernement. Ça va créer des crises et ça va continuer à créer des crises. L'État doit savoir communiquer avec les populations. C'est une question vitale pour la survie de l'État. Dans le cadre de l'élaboration de la Nouvelle-Corée avec cette crise en cours là élaborée, et cette constitution-là, je pense que c'est une opportunité pour la population malienne de changer le contenu de cette constitution. On parle de la refondation de l'État malien. Donc, dans le cadre de l'élaboration de cette nouvelle constitution, le français peut rester langue officielle, ce n'est pas un problème. Mais mettre avec
le français est langue officielle avec obligation pour l'officiel, celui qui parle au nom de l'État, de faire une synthèse dans une des 13 langues toute communication officielle. Alors les gens vont me dire, mais minoritaire, si cette personne est issue d'une communauté qui parle une langue minoritaire, qu'est-ce qui va se passer? Je dis, mais n'oubliez pas, les gens qui parlent cette langue minoritaire sont multilingues. Ces gens-là parlent déjà une des 13 langues nationales. La probabilité de trouver que ces gens-là parlent une des 13 langues nationales est tellement élevée que ce n'est même pas la peine de se poser cette question. C'est dans une société où les gens bougent beaucoup, les gens apprennent les langues. Chaque fois que les gens se déplacent, c'est une nouvelle langue qui rentre dans leur répertoire, ce n'est pas un problème. Moi, plurilingue, donc ce n'est pas un problème. Côté locutaire minoritaire, ce n'est pas un problème. Maintenant, ce que je propose, c'est aussi imposer à l'ORTM, l'Office des radios et télévisions nationales du Mali, l'Office de radio et télévision du Mali, de faire ce travail de traduction qui est obligatoire. Et on a un modèle d'une radio qui s'appelle Studio Tamani. Grâce à cette radio, c'est une radio à Bamako ici, une radio FM. Grâce à ça, les parents qui sont au village discutent avec moi de la politique du Mali. Et ils sont mieux informés que moi sur certaines choses. Voilà une manière d'impliquer les gens. C'est-à-dire, en fait, le modèle, il existe. Son efficacité est prouvée. On n'a pas besoin, en fait, d'aller chercher autre chose. On modifie un peu la constitution du Mali. On étoffe le modèle de la radio Studio Tamani, grâce à laquelle les populations au fin fond du Mali sont au courant de tout ce qui se passe à Koulouba, à la présidence. Voilà ce qu'il nous faut. Ça permet à la population malienne de savoir ce qui se passe et de continuer à travailler tous ensemble. Un autre élément, quand on recrute les gens dans la fonction publique malienne, généralement, en fait, les gens font 2 épreuves pour les tests. La culture générale, dont les sujets sont généralement basés sur la connaissance de la France. C'est toujours le cas, hein? C'est les thématiques de philosophie qui ne traitent pas des réalités d'ici ou des concepts quand même pas forcément, c'est pas forcément intéressant. Et ensuite, ils ont une épreuve technique, c'est une épreuve de spécialisation. Voilà les 2 épreuves à la fonction publique. Moi, je propose qu'en plus de ces 2 épreuves-là, qu'on fasse une épreuve de langue nationale. La personne choisit la langue qu'elle veut. L'essentiel, c'est qu'il y ait une langue nationale. Et la personne doit savoir lire, écrire et parler cette langue-là. Apprendre l'orthographe de cette langue-là, et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, les écoles qui appliquent les langues, qui utilisent les langues nationales comme langue d'enseignement, sont très répandus au Mali et de l'orthographe de ces langues-là. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Tout comme quelqu'un va aller préparer l'épreuve de culture générale en lisant les livres sur les questions qui peuvent venir à l'examen, la personne peut aussi aller apprendre l'orthographe de sa langue maternelle ou l'une des langues nationales et puis aller faire ça. Donc, il y aura une partie orale et une partie écrite pour la partie langue nationale. Donc, la proposition dans la Constitution, ce serait quelque chose comme ça. L'article 25, aujourd'hui, dans la Constitution actuelle, c'est comme ça, le français est la langue d'expression officielle. La loi fixe les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales. Moi, ce que je propose, le français est la langue d'expression officielle, mais toute communication officielle doit être suivie par une version intégrale ou au moins un résumé dans une langue nationale. Et le reste de l'article reste le même. Voilà la bibliographie qui a été utilisée et les sites qui ont été consultés pour parler de ces questions-là et je vous remercie. Si vous avez des questions, des commentaires, ils sont les bienvenus. Merci.